Aujourd'hui, je fais l'essai de ce petit ampli RF linéaire de 3 watts. J'ai les instruments de mesure pour le faire, pourquoi pas vous en faire profiter? Bidouilleur, salut! 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolysé. One wire. Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Eh oui, j'ai un projet radioamateur en cours au nom de notre club local. Il s'agit d'augmenter la puissance de sortie d'une balise Whisper, WSPR, pour ceux qui suivent la radio amateur. C'est une balise d'étude de la propagation radio. Présentement, la balise émet à 144 MHz avec 40 mW de puissance radio, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour un émetteur radio censé couvrir au minimum une région métropolitaine et sous de bonnes conditions, plusieurs centaines de kilomètres. Alors, il me faut un amplificateur qui prendra ce 40 mW et l'amplifie à, disons, 1 watt, ce qui est beaucoup plus raisonnable pour une balise de propagation. Il existe sur eBay et ailleurs aussi des briques d'amplification RF toutes montées qui fonctionnent à large bande et qui peuvent produire quelques watts dans les meilleures conditions. J'ai décidé de m'en procurer une pour la mettre à l'essai. Mon choix s'est arrêté sur cet ampli qui propose une couverture de 1 MHz à 700 MHz, un gain maximum de 35 décibels et une puissance de sortie maximale de 3,2 watts, le tout à un prix d'environ 20 $ américains. Il est tout assemblé et inclut un dissipateur de chaleur. Avec les années, j'ai appris à me méfier des prétentions des vendeurs en ce qui a trait aux performances des items annoncés, particulièrement quand il s'agit de performances en radiofréquence. Comme j'ai ce qu'il faut comme instrument de mesure pour vérifier tout cela, il sera donc intéressant de mesurer sa performance. Allons-y sans tarder car il y a beaucoup à faire. Alors, j'ai reçu l'amplificateur dans une belle petite boîte de carton, ça c'est bien. Malheureusement enveloppé seulement dans de l'emballage à bulle ordinaire qui n'est pas antistatique. Donc ça, c'est moins bien. Ah, que voulez-vous? Alors, on va regarder de plus près l'ampli. Alors, c'est un amplificateur avec dissipateur de chaleur intégré. Est-ce que le dissipateur est d'une grandeur suffisante? On le verra bien, mais probablement que oui. Alors, voici comment c'est construit. Il y a deux connecteurs SMA et une entrée ici pour l'alimentation CC. Alors, on soude évidemment un fil avec la masse ici. Alors, le chemin du signal radiofréquence est assez simple. L'entrée est ici, passe à travers un atténuateur en pi. Alors, les résistances qui sont montrées ici, 150, 150 et 33, je crois, c'est donc un atténuateur, si on fait le calcul, de 6 décibels. D'accord? Il y a des sites web qui vous permettent de calculer l'atténuation avec un atténuateur en forme de lettre pi, comme ça ici, 3 résistances. D'accord? Passe à travers un condensateur pour bloquer le courant continu, mais laisser passer le signal radio. Premier étage d'amplification, radiofréquence. Donc, entrée, il y a 3 broches sur ces MMIC. Entrée, masse et sortie. Même chose pour l'autre, entrée, masse, sortie. 3 broches. Premier étage, on ne connaît pas c'est quoi la valeur de la pièce. Malheureusement, ils ont brossé le dessus de la pièce pour enlever les inscriptions. Même chose pour l'autre. Alors, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas regarder quelles puces qui sont utilisées. La sortie, côté ici, couplée avec un autre condensateur pour bloquer la tension CC d'un étage à l'autre. L'entrée du deuxième MMIC, celui qu'on appellera le MMIC de puissance. Sortie, couplage, encore une fois, CA à travers un condensateur et connecteur de sortie. Alors ça, c'est bien sûr le chemin du signal radiofréquence. Maintenant, ces amplis-là sont alimentés et c'est fait, habituellement pour la grande majorité des MMIC, c'est fait ici sur la broche de sortie. On utilise habituellement une bobine qu'on appelle une bobine d'arrêt, donc en anglais RFC, Radio Frequency Choke. C'est une bobine d'arrêt radiofréquence qui laisse passer la tension et le courant, en fait, continu, mais qui bloque les radiofréquences, qui empêche les radiofréquences de remonter dans l'alimentation.
Donc, on vient alimenter sur la piste à impédance contrôlée, parce que oui, je ne l'ai pas mentionné, mais ça, c'est fort probablement 50 ohms d'impédance compte tenu de la largeur de la piste et de l'épaisseur de la plaquette. D'accord? Alors, on vient alimenter à la sortie des 2 étages. Même chose ici. L'étage d'amplificateur final reçoit le 15 volts directement, sans aucune régulation. Alors, si on change la tension ici, on risque fortement d'affecter la performance de cet ampli. Tandis que le premier étage, lui, reçoit une tension fixe, qui est de 9 volts. C'est un régulateur 7809, donc 9 volts en sortie, qui est envoyé à travers une résistance pour limiter le courant, cette résistance-ci, et à travers la bobine d'arrêt, jusqu'au MMIC pour l'alimenter. Il y a aussi sur le 2e étage, l'étage final, il y a aussi une légère tension qui est envoyée ici à travers un diviseur résistif et une résistance de 3300 ohms. Donc on voit que c'est une polarisation, mais qui ne tire à peu près aucun courant. Mais ça nécessite quand même une légère polarisation sur le 2e étage. Et donc, c'est fait à travers ce chemin ici, 9 volts, à travers, bien sûr, diviseur de tension, donc abaissement et résistance de 3300 ohms. Donc, courant à peu près nul, mais polarisation nécessaire. Alors, c'est l'essentiel de la plaquette. Il y a du découplage un petit peu partout. Partout où vous voyez les 2 condensateurs là, comme ça. Découplage, découplage, découplage. Donc, filtrage local. Mais alors, c'est comme ça que la plaquette fonctionne de façon générale. Un peu drôle, un peu amusant, c'est qu'il y a 4 vis qui tiennent le dissipateur de chaleur à la plaquette, mais il y a une des 4 vis qui est beaucoup trop longue. On la voit ici, juste ici, alors que les autres sont plus courtes. Donc, bizarre. On a décidé de couper dans les coups où on manquait de vis de la bonne longueur. Les connecteurs SMA semblent de qualité acceptable. Je ne peux pas vraiment critiquer plus qu'il ne le faut. Je ne crois pas que ce soit des connecteurs de très grande qualité, mais ça fait le travail jusqu'à 700 MHz, puisque c'est ce qui est écrit sur la plaquette, de 1 MHz à 700 MHz, gain de 35 décibels et 3,2 watts de puissance maximale. À mentionner que l'atténuateur ici, bien sûr, atténue le signal, mais il permet aussi de stabiliser l'impédance du premier étage. C'est toujours l'avantage d'un atténuateur comme ça, en pi, qui va offrir une impédance d'entrée de 50 ohms et une impédance de sortie de 50 ohms aussi. Donc, ça stabilise tout l'ensemble. Donc, c'est un autre avantage de mettre un atténuateur en entrée. Si votre signal est trop faible, vous pouvez toujours songer à changer, ou trop fort même, vous pouvez songer à changer l'étage d'atténuation ici en remplaçant les résistances par des résistances d'autres valeurs. Et je peux vous fournir un lien dans la description de la vidéo pour vous permettre de calculer des nouvelles valeurs pour un atténuateur en fonction de l'atténuation en décibels que vous désirez. Alors, ça fait le tour de la plaquette. Alors, l'heure est venue de faire des essais. On va regarder la courbe de réponse en fréquence de l'amplificateur avec l'aide d'un analyseur de réseau. Alors, je me branche ici la source à l'entrée et ça va balayer de 1 MHz à 1 GHz. D'accord? Je passe à travers la sortie, à travers un atténuateur de 30 décibels pour ne pas surcharger mon analyseur de réseau. Donc, on s'attend à avoir un 30 décibels d'atténuation. Cependant, je vais faire un 0 de mon analyseur de réseau sans l'ampli. Et c'est comme s'il n'était pas là. L'analyseur de réseau va tout simplement prendre ça en ligne de compte. Alors, vous allez comprendre lorsque je vais vous montrer la courbe. Alors voilà, j'alimente aussi 15 volts CC ici, sur l'entrée. Alors, je suis prêt à faire le balayage en fréquence pour regarder le résultat. Et maintenant, je vous montre ce qui nous ressort sur l'analyseur de réseau. Regardons de plus près. Alors, voici, j'ai saisi la courbe de réponse de l'analyseur de réseau sur PC pour qu'on puisse l'analyser plus facilement. Alors, j'ai mis des marqueurs ici.
il faut savoir que la ligne centrale ici, où il y a le petit curseur au centre, c'est 0 dB. Le gain de 0 dB, c'est lorsque j'ai fait mon étalonnage de l'arrangement sans l'amplificateur, donc directement. J'ai ensuite connecté l'amplificateur dans la ligne et voici le gain qu'on obtient. À 10 décibels par ligne, ça ne va pas. On parle d'un ampli, on nous annonce un ampli de plus de 30 décibels de gain. Bien, désolé, mais on parle de 10, peut-être 19 dans le mieux. Regardez le marqueur 2 à 144 MHz, je n'ai que 14,2 décibels de gain. Et à 500 MHz, parce que c'est 100, 200, 300, 400, 500, à 500 MHz, le marqueur numéro 3, on a 15 décibels de gain. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cet ampli-là, d'autant plus que, regardez, c'est supposé être un ampli qui va de 1 à 700, mais à 1, là, c'est ici. C'est tout à fait dans l'atténuation, au moins 50 décibels et plus. Et pour atteindre un 0 dB, donc un gain unitaire, donc pas d'amplification, mais juste un passage tout droit, on parle du curseur 1 qui est à presque 24 MHz. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est supposé avoir du gain même à 1 MHz. Il n'y a pas de gain finalement, même à 24. Alors, il y a ces oscillations aussi. Ça, par contre, est-ce que ce sont des réflexions, des ondes stationnaires qui changent de comportement? Faudra voir, mais il y a quelque chose de défectueux sur cet ampli-là. On n'a pas le gain de 30 et quelques décibels comme annoncé. On a à peu près la moitié du gain. Alors, on va devoir sonder dans l'appareil pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Décevant. Alors, je vais sonder le signal. J'injecte un signal de 100 MHz, fréquence constante, amplitude constante de moins 10 dBm, et je vais suivre le signal avec ma sonde d'oscilloscope. Ce n'est pas la façon idéale de faire des mesures précises, mais on va quand même être capable, c'est un oscilloscope de 300 MHz avec des sondes de 500 MHz, on va donc être capable de voir quelque chose, donc voir l'amplification des différents étages. Ça vient injecter un peu de capacité parasite dans le circuit, mais ce sont des amplis assez solides et stables de 50 ohms d'entrée et sortie. Donc je ne crois pas que ça va causer quelques problèmes que ce soit. Alors, je me prends ici une masse qui est plus ou moins bonne, là, je le concède, avec le fil habituel, mais je suis pas mal certain que ça va bien fonctionner. Alors, voici en entrée, on voit bien le signal sur l'oscilloscope de 100 MHz. On passe à l'étage suivante et, wow, il est très atténué, pour ne pas dire absent. Il est très, très atténué. 6 décibels d'atténuation, ça devrait être la moitié de l'amplitude. Regardez, il n'y a plus rien. On va continuer dans la chaîne pour le plaisir. On va regarder à l'entrée du premier étage d'amplification. Bon, on voit la même chose. Je prends la sortie du premier étage. Et, il y a le signal. Il est là. Oui, il est là, le signal. Donc, ça amplifie le premier étage. L'entrée du deuxième étage, le même signal, parfait. Et la sortie du deuxième étage, oui, définitivement. Le signal est présent. Donc, les deux étages d'amplification fonctionnent, mais l'atténuateur ici est en trouble. Il y a quelque chose qui ne va pas. On est censé avoir 6 décibels, donc moitié amplitude, et ce n'est pas du tout ça qu'on voit. Alors, je vais sortir l'ohmmètre et je vais mesurer en déconnectant tout, évidemment. OK, alors j'ai l'ohmmètre à l'écran et j'ai l'ampli et je vais mesurer la résistance qui est en série avec le signal en allant vers le premier étage d'amplification. Puisque c'est là, ici on avait un beau signal et l'autre côté c'était très mauvais. On ne voyait rien à l'écran. Donc on s'attendrait à avoir quelque chose comme une trentaine d'ohms puisqu'on a une résistance de 33 ohms. Et on a deux résistances de 150 ohms qui viennent en parallèle. Donc 150 plus 150, ça fait 300. Donc 33 et 300 en parallèle. Ça devrait approcher le 30 ohms ou quelque chose du genre. Alors je vais mesurer avec l'ohmmètre tout de suite. Et qu'est-ce qu'on voit? 300 ohms au bord de la résistance de 33 ohms. Alors, on a quoi? 150 plus 150, ça fait 151 plus 151, là, ça fait 300, ou à peu près. Et donc, la résistance de 33 ohms, elle n'est pas là électriquement. Elle est là physiquement, mais elle ne conduit pas. Bon,
Alors, devinez ce que je vais faire. Remplacer cette résistance. Alors, j'ai remplacé la résistance de 33 ohms et j'ai ajouté un atténuateur à l'entrée de 20 décibels additionnels pour atténuer encore plus le signal ici. Et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Alors, en effet, la résistance de 33 ohms était circuit ouvert, donc cassée ou peu importe, là, défectueuse. Donc, en mettant la nouvelle, ça a réglé le problème et regardez la courbe de réponse. On parle ici d'un gain à 9 MHz de 50 décibels. OK, je pense que c'est pas mal mieux que c'était et ça descend graduellement. Le marqueur 2, c'est à 144 MHz, la bande des 2 mètres de radio amateur. On a quand même 44,6 décibels de gain. Et à 500 MHz, on a encore 33 décibels de gain. Donc, wow! Oui, la résistance était défectueuse, il n'y a pas de doute. Alors, problème réglé. Il va définitivement falloir, par contre, dans mon application de balise, que je change l'atténuateur à l'entrée parce que ça va être beaucoup trop fort et on sait qu'on ne peut pas dépasser 3 watts avec cet ampli. Moi, je viserai 1 watt, donc je vais définitivement changer l'atténuateur en entrée, les résistances, pour quelque chose qui va peut-être plus ressembler à 30 dB d'atténuation plutôt que 6. En tout cas, je ferai des calculs. Mais, wow! OK, maintenant, il est fonctionnel. Alors, j'ai refait un scan de réponse en fréquence, puisqu'on voyait bien qu'à 700 MHz, il y avait encore passablement de gain. C'est le marqueur 4 ici, à 700 MHz. On a encore 28 décibels de gain, ce qui est beaucoup, là. Donc, j'ai scanné de 1 MHz à 3 GHz. Et bien, on voit bien que jusqu'à 2, le marqueur 2, jusqu'à 1,2 GHz, on a encore 20 décibels de gain. Donc, ce n'est pas le gain qui manque dans ce circuit. Et si on continue jusqu'à 2 GHz, on a encore presque 10 décibels de gain. Donc, on pourrait dire que l'amplificateur est utilisable jusqu'à 2 GHz, considérant que, mettons, 10 décibels, c'est le minimum acceptable, vu que c'est un ampli, là. On pourrait dire qu'il est utilisable jusqu'à 2 GHz. Maintenant, le niveau de bruit, tout ça, c'est à voir, mais je peux vous dire qu'au niveau du gain, il n'y a pas de doute. Si vous voyez une petite oscillation ici, là, un petit peu plus en fonction de la fréquence, ça augmente, c'est que mon analyseur de réseau, bien, vous savez, on lui a mis 50 décibels d'atténuation avec l'amplificateur. Alors là, on commence à atteindre le niveau de bruit un peu plus là, de l'analyseur de réseau. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de bruit, mais je ne crois pas que c'est... Je doute que ce soit l'ampli. Si j'augmentais, j'enlevais de l'atténuation, je crois qu'on aurait une ligne plus droite. Bien donc, ça nous montre vraiment que ce petit ampli fonctionne beaucoup plus haut que 700 MHz, avec, bien sûr, une détérioration graduelle de la performance. Alors, je suis passé au test suivant, c'est-à-dire le gain en fonction de l'amplitude. Donc, j'ai déconnecté l'analyseur de réseau, et j'utilise ici plutôt un générateur de signal mis à 144 MHz et dont je fais varier la puissance de sortie du générateur. Ça, c'est l'entrée de mon amplificateur. Je connecte le générateur à l'entrée de l'ampli et je mesure avec un puissance mètre la sortie de l'ampli, ce qui me permet de calculer le gain de l'ampli en fonction de l'amplitude d'entrée ou, si vous voulez, en fonction de la puissance de sortie. Donc, ce qu'on constate, c'est que le gain est d'environ 43,9, mais à un moment donné, lorsqu'on s'en vient assez puissant, là, on sort dans par exemple, qu'on approche le watt, là, vous voyez que le gain commence à diminuer, le gain diminue, et donc l'ampli s'essouffle au fur et à mesure qu'on s'approche du maximum de puissance qu'il peut produire. Et c'est ce qu'on appelle le point de compression 1 décibel, c'est-à-dire on regarde le gain maximum qui est de 43,9 et on descend jusqu'à ce qu'on atteigne 1 décibel plus bas au niveau du gain. Donc c'est environ ici. Et c'est plus visuel si on le dessine. Alors vous voyez ici, j'ai
tracé une courbe des points que je viens de vous montrer. Et on voit bien que la courbe est droite, donc c'est donc dire que le gain est constant en fonction de l'amplitude d'entrée et de l'amplitude de sortie jusqu'à un certain point où là vraiment la sortie ne suit plus l'entrée en termes d'amplitude. Et c'est là qu'on calcule la déflexion de 1 décibel par rapport au cas idéal. Et j'ai tracé une autre courbe ici et on peut facilement voir la perte de 1 décibel est d'environ, on est à 44 ici, là. Si on tombe à 43, vous voyez, c'est ce point-ci. C'est ce point-ci là où on peut dire qu'on a comprimé ou compressé de 1 décibel par rapport au gain constant qu'on avait. Et c'est là que habituellement les fabricants vont suggérer de ne pas aller plus loin que ça parce que ça distorsionne trop l'amplitude. Si vous travaillez à amplitude constante, il n'y a pas de modulation, juste allumé-éteint, ou une porteuse non modulée, il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait de la compression. Mais si vous utilisez de la modulation d'amplitude, là, il va y avoir un problème parce que l'amplitude ne sera plus linéaire. Plus vous allez fort, les crêtes ne seront pas fidèles au signal d'entrée original puisque le gain n'est plus constant en fonction de l'amplitude du signal. Par contre, si vous modulez aussi en fréquence, il n'y aura pas de problème en autant que l'amplitude est constante. Alors ça, c'est le point de compression 1 décibel. Et où est-ce qu'on avait 43? C'est d'environ 1,3, 1,25, 1,3 watts. C'est le point de compression 1 décibel pour cet ampli-là. Alors regardons maintenant le contenu spectral du signal lorsque je fais sortir 1 watt de l'ampli. Alors, ça ici, c'est gradué de 0 à 1 GHz à l'horizontale. Chaque barre verticale représente 100 MHz. Et on est en amplitude en décibels ici. Alors, si on regarde, ceci, c'est le signal à 144 MHz que j'injecte dans l'ampli. Et je regarde ici la sortie, bien sûr, et on s'aperçoit qu'il y a du contenu spectral harmonique qui est bien sûr indésirable, mais qu'on veut minimiser habituellement. Alors là, si on regarde, ça c'est notre signal de sortie à 144 MHz. Vous voyez peut-être le petit triangle au bout de la ligne bleue. Alors ça, c'est notre sortie. Et si on regarde, la pointe suivante, c'est à 288 MHz. C'est donc à 2 fois la fréquence de 144. Et la différence en décibels entre les deux, en amplitude, c'est 19,9, donc 20 décibels. Alors, je sais que mon générateur de signal est bien meilleur que cela. Donc, c'est définitivement l'amplificateur qui génère du contenu harmonique. On peut regarder ici, même on s'en va plus bas, on arrive à quelque chose comme... alors voilà, on obtient donc 26,6 décibels. Alors, c'est beaucoup, hein? Lorsqu'on pousse un ampli comme ça, on peut être certain qu'on va générer des harmoniques qui ne sont pas désirables. Il faudra donc faire suivre l'ampli d'un filtre passe-bas qui va atténuer les harmoniques subséquentes. Okay? Alors, c'est un besoin absolu. Sinon, on viole les règles, les lois généralement de la radio. Maintenant, je vais atténuer le signal. On va voir si ça fait une différence. Alors, j'ai atténué le signal d'environ 10 décibels en entrée de l'amplificateur. Et regardez la différence maintenant. On a plus de 30 décibels, moins 31 donc décibels de différence, juste parce que j'ai atténué. Et regardez les harmoniques suivantes, on ne les voit plus, ils tombent dans le bruit de l'analyseur de spectre. Donc, vous voyez, lorsqu'on pousse un ampli à ses derniers retranchements, donc lorsqu'on lui fait sortir beaucoup de puissance et on approche sa limite, il va générer plus d'harmoniques. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. J'ai diminué le signal d'entrée, donc sa sortie est proportionnellement plus faible, peut-être par un facteur, au lieu d'avoir 1 watt que j'avais à la sortie tantôt, là j'ai peut-être quelque chose comme 150 milliwatts. Et regardez la différence sur les harmoniques. Donc on parle de 30 décibels au lieu de 20. Donc on a gagné 10 décibels d'atténuation des harmoniques juste en diminuant la puissance d'entrée. Bon, j'ai évidemment quelques commentaires additionnels à formuler. D'abord, la consommation de courant d'alimentation que j'ai vue est d'environ 250 mA à 15 volts d'alimentation et à une puissance de sortie de 1 watt. Notez que cet ampli
du fait de la classe A utilisée par les MMIC, ça c'est la classe d'amplification. Ces amplis-là, ils consomment du courant en continu. Donc le dissipateur se réchauffe même s'il n'y a aucun signal à la sortie. D'ailleurs, en fait de température du dissipateur, je dirais qu'il devient tiède chaud, mais pas brûlant quand même au toucher. Donc environ 45 degrés Celsius. Notez que l'ampli fonctionne aussi sous 12 volts d'alimentation, mais le gain est un peu plus faible et la puissance maximale sera évidemment un peu moindre aussi. L'ampli ne génère pas plus de produits harmoniques à 12 volts cependant, donc c'est quand même intéressant. Maintenant, concernant la résistance défectueuse, j'ose croire que c'est un événement isolé que cette panne, mais c'est dommage que cela se produise alors que je fais justement un banc d'essai. Bon, disons que ça aura fait de la bonne vidéo. En tout cas, je songe à demander un remboursement partiel du genre 50%. Autre chose, on aurait intérêt à loger l'ampli dans un boîtier pour empêcher un court-circuit des éléments sur le dessus et diminuer la radiation électromagnétique. Ce n'est pas essentiel, mais ça serait un plus quand même. Au sujet de la puissance maximale, je n'ai pas poussé cet ampli aux 3,2 watts annoncés. Je considérais qu'avec la puissance de 1 décibel de compression là, à 1,3 watts, c'est encore loin des 3,2 watts. Je ne suis simplement pas à l'aise de pousser plus fort. Peut-être je fais trop d'attention, mais j'ai juste pas envie de griller cet ampli. J'en ai besoin dans mon projet. Et comme on ne connaît pas le modèle de MMIC utilisé, c'est difficile de faire une réparation, il faudrait s'en acheter un nouveau. Parlant de faire attention, n'oubliez pas de toujours utiliser une antenne d'impédance 50 ohms ou une charge fictive de 50 ohms sur la sortie, particulièrement sous forte puissance de sortie. Sinon, il y a risque de pouf! En ce qui a trait au bruit de l'ampli, en particulier la mesure du facteur de bruit, cet ampli ne constitue pas un bon choix pour préamplifier un petit signal d'antenne. C'est que le premier étage est déterminant dans la contribution au bruit dans une chaîne d'amplification. Et le premier étage ici, c'est un atténuateur de 6 décibels. Le facteur de bruit sera donc d'au moins 6 décibels, ce qui n'est pas excellent pour un préamplificateur de petit signal. Il existe de meilleurs choix sur le marché pour faire ce genre de boulot. Un petit mot maintenant sur l'aspect légal de cet ampli. Rappelez-vous que l'utilisation de cet ampli pourrait nécessiter un permis ou une licence d'opération délivrée par votre juridiction si vous couplez cet ampli à une antenne. Avec cet ampli, petite puissance deviendra grande et il y a suffisamment de puissance pour sérieusement causer des interférences. Donc attention! Et finalement, si vous vous servez de cet ampli sur la sortie d'un système à émission-réception, rappelez-vous que le chemin du signal ne passe que dans une direction. Il faudra donc ajouter un interrupteur coaxial ou 2 interrupteurs coaxiaux pour offrir un chemin direct en réception pour contourner l'ampli. Et en émission, il faudra aussi ajouter un filtre à la sortie de l'ampli pour atténuer les harmoniques néfastes. C'est un must. Mais c'est maintenant le temps de faire le résumé de mon évaluation d'aujourd'hui. Alors, ce que j'ai apprécié de ce petit ampli, c'est que d'abord, c'est un bon design, c'est bien pensé, simple, mais très fonctionnel, et les calculs semblent avoir été bien faits pour les courants, les tensions, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est bon. L'assemblage aussi semble bien fait. Si je néglige la résistance qui était défectueuse, j'y reviens. Oui, de façon générale, les soudures, c'est bien fait. La conception aussi, c'est bien fait. Il n'y a pas de problème. Le gain est plus élevé, même beaucoup plus élevé dans les plus basses fréquences que ce qui est annoncé, ce qui est quand même un plus, qu'on peut dire. La gamme d'opération aussi en fréquence est plus large que de 1 à 700 MHz, ce que je vois comme un plus. Le dissipateur de chaleur est adéquat, correct. L'ampli peut fonctionner aussi sur du 12 volts, ce qui est très bien parce que 15, c'est moins une tension courante ou standard, si vous voulez, tandis que 12, c'est beaucoup plus commun. Et finalement, le prix est franchement raisonnable à moins de 20 $ pour un ampli à 2 étages comme ça. Cependant, il y a des choses que j'ai moins aimées. L'ampli était donc pas testé par le fabricant, visiblement.
parce qu'il y avait un défaut, la résistance de 33 ohms. Donc ça, c'est décevant. Encore une fois, j'espère que ce n'est pas courant. J'ose espérer, compte tenu de la simplicité de l'ampli, que ça ne va pas se produire souvent. Le marquage des MMIC est effacé et ça, moi, ça m'offusque parce qu'on ne peut pas savoir les caractéristiques des deux étages MMIC et on ne peut pas non plus remplacer un des deux si jamais on le grille. Donc ça, je trouve ça décevant. Il n'y a pas de boîtier de protection, donc c'est vraiment PCB ouvert. Donc, il faudra se fabriquer quelque chose si on veut le protéger. Bon, ce n'est pas un gros problème, mais quand même. Ça aurait été intéressant d'avoir un couvercle par-dessus. Et finalement, l'emballage n'était pas antistatique et les MMIC, c'est des composants qui peuvent être sensibles. Donc ça, c'est un manque. L'ampli aurait dû être dans un sac antistatique. Alors, est-ce que je recommande? Oui, je recommande l'achat de cet ampli. C'est utile, particulièrement à un radioamateur, mais aussi à quelqu'un qui veut faire de l'expérimentation avec un générateur de signal. C'est pas cher et bon, il fonctionne bien, l'ampli. De façon générale, je n'ai pas de commentaires négatifs sur sa performance. Alors, ça fait le tour du sujet. J'espère avoir répondu à vos interrogations dans cette vidéo. Dans l'affirmative, n'oubliez pas de cliquer un pouce vers le haut, ça serait bien apprécié. N'oubliez pas non plus que vous pouvez formuler un commentaire sous cette vidéo au sujet de la vidéo, bien sûr. Merci et à la prochaine!